L'idée de retracer son arbre généalogique, c'est quelque chose d'assez familier, non? Oui, tout à fait. On remonte quelques générations, on trouve un ancêtre un peu étonnant, et voilà. Mais imaginez qu'on ne s'arrête pas là, qu'on continue de remonter, mais bien plus loin. Pas sur des siècles, mais sur des milliards d'années. Là, le but n'est plus de rencontrer des ancêtres humains. Non, mais les ancêtres de toute la vie sur Terre. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un livre fascinant, The Ancestor's Tale, de Richard Dawkins et Ian Wang. Le conte de l'ancêtre, en français. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas du tout une histoire classique de l'évolution. D'habitude, on nous la raconte du passé vers nous. Comme une flèche qui avance, oui. Eux, ils nous demandent de faire demi-tour, de partir d'aujourd'hui et de remonter le courant jusqu'à l'aube de la vie. Et on va voir que ce simple changement de point de vue, ça change tout. C'est ça. Et pour nous guider, ils ont une métaphore assez belle. Ah oui, c'est l'inspiré des contes de Canterbury de Chaucer. Exactement. L'humanité est le premier pèlerin, en route vers, L'origine de la vie. et en chemin, à des points de rendez-vous dans le passé, d'autres pèlerins nous rejoignent. Nos cousins évolutifs. Voilà. Il y a 6 millions d'années, hop, on est rejoint par les chimpanzés, Un peu plus loin, les gorilles. puis les orang-outans, et on continue de récupérer les autres mammifères, les reptiles, Jusqu'au grand rendez-vous final où tout le monde se retrouve. où tous les chemins du vivant convergent. J'adore cette image. C'est beaucoup plus poétique. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir en quoi ce voyage à contre-courant transforme notre vision. Et notre place dans tout ça. Pourquoi faire tout ça à l'envers? Ça semble contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment le cœur de leur démarche. Le but, c'est d'éviter un piège. Un piège psychologique? Oui, ce qu'ils appellent l'orgueil de la rétrospection. Ah, l'idée qu'on est l'aboutissement de tout, en quelque sorte. C'est exactement ça, cette tendance à voir l'évolution comme une grande marche en avant, une progression dans le but ultime. C'était nous, l'Homo sapiens. Que tout ce qui a précédé n'était qu'une sorte de préparation pour notre grande entrée en scène. Voilà. Et en remontant le temps, cette illusion s'effondre. On se demande plus qui va devenir le prochain maillon vers l'homme. On se demande plutôt... De qui étions-nous les cousins à cette époque? On n'est plus la destination, on est juste un voyageux parmi d'autres. Ça change tout. Je pense à cette image classique, vous savez, les poissons du Dévonien qui sortent de l'eau. Oui, un moment présenté comme héroïque. On l'imagine comme une mission pour conquérir la Terre, une étape cruciale sur le chemin qui mène à nous. Et ça, c'est précisément l'orgueil de la rétrospection. Pour ces poissons, il n'y avait aucune mission. Non, bien sûr. C'était juste des créatures qui essayaient de survivre. Peut-être qu'il y avait des prédateurs dans l'eau ou des insectes à manger sur la berge. Il ne se disait pas « un jour nos descendants inventeront le podcast ». Certainement pas. Il n'était pas une étape de transition. Nous sommes juste une des branches qui, par hasard, a survécu. Donc on n'est plus le héros de l'histoire, on est juste une feuille sur un buisson immense. C'est une très bonne image et ça montre bien le contraste. La chronologie vers l'avant, c'est une histoire de diversité. Un arbre qui se ramifie. Et à rebours, À rebours, c'est une histoire d'unité. Peu importe d'où on part, un humain, une bactérie, une méduse, tous les chemins finissent par converger. C'est une célébration de notre parenté avec tout ce qui vit. c'est une belle idée, mais ça repose sur une reconstruction du passé qui s'étend sur des milliards d'années. Ça paraît presque magique. Hmm. Concrètement, comment les scientifiques peuvent être aussi sûrs? On pense tout de suite aux fossiles, j'imagine. On pense aux fossiles, oui, et ils sont très précieux. Les auteurs disent que c'est un bonus bienvenu. Un bonus, pas l'essentiel. Non. Et c'est un point qui surprend souvent. Ils insistent, même si tous les fossiles disparaissaient demain, les preuves de l'évolution seraient écrasantes. Attendez, ça c'est un point important. Vous voulez dire que même sans le moindre os de dinosaure, la théorie tiendrait, juste en regardant ce qui vit aujourd'hui? Absolument. Parce que la preuve la plus solide, elle n'est pas dans la pierre. Elle est dans nos cellules, Dans notre ADN. dans ce que le livre appelle la chronique de l'ADN. C'est une archive vivante. L'information est copiée de génération en génération depuis des milliards d'années. Donc une partie de mon code génétique. Est une copie quasi parfaite de celui d'un ancêtre qui ressemblait à un poisson. La molécule ne survit pas, mais l'information, elle, est transmise. D'accord. Mais comment on lit cette archive? Comment on compare, disons, l'ADN d'un humain et d'un chimpanzé pour deviner celui de leur ancêtre commun? Alors là, on utilise une méthode qu'on appelle la triangulation. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en linguistique. Ah oui, pour reconstruire une langue morte comme le proto-indo-européen, par exemple? C'est le même principe. Les linguistes comparent le français, l'allemand, le sanskrit, pour deviner le mot originel. Pater, father, vater.
qui viennent tous d'un mot ancestral commun. Eh ben, en biologie, on fait pareil. On compare les séquences ADN de l'humain, du chimpanzé, et pour trianguler, d'une espèce un peu plus loin, comme le gorille. Et ça permet de remonter progressivement Oui, là où les séquences sont identiques, on est quasi sûr que c'était la séquence de l'ancêtre. Et c'est ce qui mène au concept de l'horloge moléculaire. l'horloge moléculaire. L'idée, c'est que les mutations s'accumulent à un rythme plus ou moins constant. Donc plus il y a de différence entre deux ADN, plus leur séparation est ancienne. Pardon, mais ça me paraît presque trop simple. Ce tic-tac de l'horloge, il est vraiment si régulier? Excellente question. Non, l'horloge n'est pas parfaite. Elle a des ratés, des accélérations, elle est stochastique. Alors comment on fait? On doit la calibrer. Et c'est là que les fossiles redeviennent très utiles. Ah, voilà. Si on trouve un fossile d'un ancêtre commun daté de, disons, 80 millions d'années, ça nous donne un point de repère. On peut alors ajuster la vitesse de l'horloge pour cette branche de l'arbre. D'accord, je comprends. C'est la combinaison des deux qui donne cette précision. C'est cette combinaison qui est si robuste, oui. Et j'imagine que ces outils ADN, en nous donnant une nouvelle loupe pour lire l'histoire, doivent parfois révéler des surprises monumentales. Oh, et pas qu'un peu. Le livre en raconte une qui est peut-être l'une des plus spectaculaires de la biologie moderne. On va parler des baleines et des hippopotames, c'est ça? Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai cru à une blague. Ah, l'hypothèse WIPO, pour Whale Hippo. C'est un vrai polar scientifique. Racontez. Pendant un siècle, en se basant sur l'anatomie, les paléontologues pensaient que les baleines étaient des parents très éloignés des mammifères à sabots. Une branche qui s'était séparée très très tôt? Exactement. Et puis, dans les années 90, les premières analyses ADN sont tombées. Une bombe. Qu'est-ce qu'elle disait? Pas seulement que les baleines étaient des ongulés, mais que leurs plus proches parents vivants aujourd'hui étaient, et de très loin, les hippopotames. C'est complètement fou. Un géant des mers et un géant des rivières africaines. Mais ce n'est pas tout. Ce ne sont pas juste des cousins proches. Les baleines ne sont pas un groupe frère des ongulés comme les cochons ou les chameaux. Non. Non, elles sont à l'intérieur de ce groupe. C'est comme découvrir qu'un de vos cousins germains a tellement changé qu'il ne vous ressemble plus, mais il reste votre cousin germain. Les baleines sont juste des ongulés qui ont poussé l'adaptation aquatique à l'extrême. C'est une réécriture complète de l'histoire. Et parfois, le phénomène inverse se produit, non? Quand des animaux qui n'ont rien à voir finissent par se ressembler comme deux gouttes d'eau. Oui, c'est la convergence évolutive. L'exemple des taupes est parfait pour ça. Il y a plusieurs sortes de taupes. Il y a la taupe qu'on connaît en Europe, en Afrique du Sud, il y a la taupe dorée, et en Australie, la taupe marsupiale. Et elles se ressemblent. Elles sont presque identiques. Corps cylindrique, pas d'yeux visibles, et surtout, ces énormes pattes avant en forme de pelle. On jurait qu'elles sont de la même famille. Mais elles ne le sont pas du tout, c'est ça l'astuce. Pas du tout. La taupe marsupiale est un marsupial, plus proche du kangourou que de notre taupe. C'est dingue. La taupe dorée, elle, est dans un groupe avec les éléphants et les lamantins. Non. Si. 3 lignées séparées depuis plus de 100 millions d'années, qui, face au même problème, vivre sous terre, ont développé indépendamment la même solution. L'évolution n'est pas infiniment créative en fait, elle a ses bonnes astuces. Et elle a tendance à les réutiliser. Ça me fait penser à l'histoire du dodo. Ce n'est pas une histoire unique en fait. Pas du tout. C'est un scénario qui s'est produit des dizaines, peut-être des centaines de fois. Quel est le schéma? Un oiseau volant, souvent un pigeon, arrive sur une île isolée. Sur cette île, il n'y a pas de prédateurs. Et le vol coûte une énergie folle. Exactement. Donc si on n'en a plus besoin pour fuir, la sélection naturelle favorise les individus qui gaspillent moins d'énergie dans des ailes inutiles. Et sur des milliers de générations, l'oiseau devient incapable de voler. Voilà. Le dodo est le plus célèbre, mais il y a eu d'innombrables dodos sur les îles du monde. La plupart ont disparu quand l'homme est arrivé avec ses propres prédateurs. Tous ces liens de parenté, ces ressemblances, ça m'amène à une question encore plus fondamentale. On passe notre temps à classer, à mettre des étiquettes, mais au fond, qu'est-ce qu'une espèce? Vous mettez le doigt sur un des problèmes les plus profonds de la biologie. Ça semble évident. Un chat est un chat, un chien est un chien. En apparence. Mais le livre utilise un exemple extraordinaire pour montrer que c'est flou. Les salamandres Ansatina, en Californie. Une espèce en anneau, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginez la grande vallée centrale de Californie. C'est une barrière pour ces salamandres. Une population au nord a commencé à migrer vers le sud par 2 chemins. Un à l'ouest, un à l'est. De chaque côté de la vallée. C'est ça. Et le long de chaque chemin, chaque population peut se reproduire sans problème avec ses voisines. C'est un continuum parfait. D'accord, A peut se reproduire avec B, B avec C, etc. Logique. Exactement.
Mais là où ça devient bizarre, c'est quand les deux branches se retrouvent au sud, après des milliers d'années de séparation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux populations terminales de l'anneau, bien qu'elles vivent au même endroit, ne peuvent plus se reproduire entre elles. Elles sont devenues trop différentes. Attendez. Donc A se reproduit avec B, B avec C, jusqu'à Z. Mais quand A et Z se rencontrent, ils sont devenus des étrangers. C'est précisément ça. Si un biologiste ne trouvait que ces deux populations du Sud, il les classerait sans hésiter comme deux espèces distinctes. Mais l'existence de l'anneau prouve qu'il n'y a jamais eu de rupture nette. On assiste en direct à la naissance d'une espèce. Ça fait voler en éclats l'idée d'une naissance d'une espèce, d'une définition claire. C'est incroyable. Donc, si je pousse le raisonnement, la seule raison pour laquelle je peux dire ceci est un chien et ceci est un chat, c'est parce que tous les intermédiaires sont morts. C'est l'extinction qui nous permet de mettre les choses dans des boîtes. C'est une idée vertigineuse, hein? C'est une des leçons les plus profondes de ce pèlerinage. Sans l'extinction, le monde vivant serait un gigantesque continuum. Vous êtes relié à votre ancêtre poisson par une chaîne ininterrompue de parents et d'enfants. À aucun moment, un parent n'a donné naissance à un enfant d'une autre espèce. Notre voyage à rebours touche à sa fin. Ce qui me frappe finalement, ce n'est pas une marche triomphale vers l'humanité, mais au contraire. Le sentiment de faire partie d'un réseau immense? Oui, une leçon d'humilité en fait. Pour conclure, le livre nous laisse avec une dernière expérience de pensée très puissante. Que se passerait-il si on pouvait rembobiner la cassette de la vie et la rejouer? La question à $1 million. Est-ce que l'histoire se répéterait? Probablement pas de la même manière. Le livre suggère que certaines choses, certaines bonnes astuces, réapparaîtraient presque à coup sûr. Comme quoi, par exemple? L'œil. C'est une invention si utile qu'il a évolué de manière indépendante entre 40 et 60 fois. Le vol, l'écolocation, ce sont des solutions que la vie redécouvre. Donc, si on rejouait la cassette, la Terre serait sûrement peuplée de créatures avec des yeux et des ailes. Très probablement. D'accord. Mais, et nous? Est-ce que l'émergence d'une espèce comme la nôtre, avec notre conscience, notre intelligence, est inévitable? Et là, la réponse est un probablement pas retentissant. Vraiment? Notre existence est le fruit d'une cascade d'événements contingents, d'accidents, l'astéroïde qui a tué les dinosaures, un changement climatique particulier, une mutation chanceuse. Changer un seul de ces événements et tout est différent. Complètement. Si on rejouait la cassette, la Terre serait sans doute toujours un endroit grouillant de vie. Mais il est extraordinairement peu probable qu'un primate bipède se mette un jour à regarder les étoiles en se demandant d'où il vient. Donc, ce pèlerinage ne révèle pas notre destin. Il révèle le caractère extraordinairement fortuit et précieux de notre existence. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon de toutes.